Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Recherches Amérique latine. Recherches Amérique latine. Collection dirigée par Denis Rolland et Joël Chassin. La collection Recherches Amérique latine publie des travaux de recherche de toutes disciplines scientifiques sur cet espace qui s'étend du Mexique et des Caraïbes à l'Argentine et au Chili. Dernière parution. Agnès Clercrenaud, Colette Méchin, Antonio da Silva Camara, Lydia Maria Pires Soares Cardel. Enjeux environnementaux et tourisme au Brésil. Le rôle de l'artisanat en forêt atlantique, 2019. Philippe Schaffhauser, Migration, démigration, retour au Mexique et droits des travailleurs migrants. Sociologie du mouvement des Bracheros, 2019. Paula Cubillos Celis, Enfance et néolibéralisme au Chili. Chronique d'une dépossession, 2019. Fausta Gantus et Alicia Salmerón, Violence électorale au Mexique, 1812 à 1912. Quand les armes parlent, les imprimés luttent et l'exclusion frappe, 2019. Edison Ferreira de Maquedo, du Brésil colonial à nos jours. Une histoire d'enfance volée, 2019. José Maria Tavares de Andrade, pratique de la magie dans le Brésil contemporain. À l'écoute d'Uzé de Regina Rezador et Guérisseur, 2018. Éric Roulet, Conquistadores, Négrier et Inquisiteur. Trois figures majeures du monde colonial américain, 16e-17e siècle, 2018. Jean-Pierre Tardieu, esclave et affranchi dans la vice-royauté du Pérou. L'impossible vie affective et sexuelle, 16e-18e s, 2017. Denis Roberge, Signification et fonction des jeux dans le Pérou préhispanique et colonial, 2017. Marianne Boschergontier, Mathieu Vicens, Paroles d'exil. 13 auteurs latino-américains témoignent, 2017. Daniel Emilio Roras, Amérique latine globale. Histoire connectée, globale et internationale, 2017. Dédicace. À mon père, 1943 à 2017. Introduction. Le document Commission historique du conflit et des victimes, CHCV, publié en 2016 dans le cadre des négociations de paix entre le gouvernement Santos et les FARC, présente le point de vue de 12 commissaires sur l'origine, les causes et les persistances d'un conflit qui a duré plus de 50 ans. Même si les analystes ne s'accordent pas tout à fait sur la date de déclenchement du conflit, celle-ci varie selon l'attention portée sur tel ou tel événement, les commissaires sont d'accord pour qualifier cette guerre d'atroce, discontinue et complexe. Selon certains, le conflit date des années 30 avec la fin de l'hégémonie des conservateurs renversée par le Parti libéral. Le renversement du parti au pouvoir par ses opposants provoquera une violence récurrente au cours du XXe siècle, une lutte politique féroce doublée de crimes partisans. Le même phénomène se reproduira lorsqu'en 1946 le Parti libéral, jusque-là hégémonique, sera renversé à son tour. Ce conflit inclut d'autres facteurs, non seulement une polarisation extrême mais aussi une faiblesse des capacités institutionnelles ainsi qu'un problème social lié à la possession des terres. C'est l'assassinat du leader politique Jorge Eliezer Gaitán, le 9 avril 1948, qui va déclencher une nouvelle période de convulsions connue sous le nom de la violencia. Gaitán, ministre de l'Éducation, maire de Bogota et grand orateur, était un dirigeant du Parti libéral et il était sans doute destiné à devenir le futur président de la République. Son assassinat ouvre la porte à une nouvelle période de violence partisane. Le 9 avril 1948, il est assassiné à Bogota. La nouvelle provoque la consternation de la population et conduit immédiatement à une immense émeute, le Bogotazo, qui se traduit par le saccage de la capitale, une grande peur sociale, et l'ouverture d'une nouvelle période sanglante, celle de la violencia. Ravivant les pires souvenirs de la guerre des 1000 jours, mais aussi ceux des temps troublés de la Patria Boba de 1810 à 1815, le Parti libéral et le Parti conservateur s'affrontent dans une guerre civile qui touche tout le territoire. En moins de 15 ans, ce conflit provoquera plus de 200 000 victimes et déterminera les difficultés qui suivront tout au long du XXe siècle. En 1958, les élites politiques mettent fin à cette guerre civile par la création d'un pacte politique connu sous le nom de Front National.
Cet accord d'alternance politique entre le Parti libéral et le Parti conservateur entre 1957 et 1974 prévoira en particulier une distribution millimétrique des postes de l'administration publique. Le bilan du Front national reste mitigé. Le rapporteur de la commission Eduardo Pizarro constate que durant cette période, la performance démocratique de la Colombie a été bien plus importante que dans d'autres pays du continent vivant sous les dictatures. Il a notamment offert un moment d'apaisement de la confrontation politique, une réduction de la violence ainsi qu'une réduction des homicides. D'autres auteurs soulignent des signaux positifs avec la restauration de la légalité du Parti communiste, la nomination des membres de gauche dans des corporations publiques, une certaine révolution éducative et des changements culturels. Toutes ces avancées n'empêchent pas l'ancienne guérilla de qualifier ce pacte d'élitiste et de fermé. Certes, le Front national a permis une transition démocratique mais n'a pas réussi à promouvoir le progrès et le développement du pays. Plusieurs éléments doivent être pris en considération. Un désintérêt de la politique causé par l'alternance au pouvoir des deux partis et par conséquent une importante abstention électorale, des résultats très insuffisants sur les indices de pauvreté, une présence très précaire de l'État dans plusieurs régions de la Colombie et une réforme agraire non aboutie. Pour le commissaire Renan Vega, cet accord bipartite est antidémocratique car il exclut les formations politiques autres que les deux partis traditionnels. Il affirme également que ce pacte s'est traduit par une politique contre-insurrectionnelle. D'autres commissaires, comme Vicente Torrijos, partent des années 60, marquées par les mouvements révolutionnaires, avec la naissance des guérillas marxistes-léninistes des FARC et de l'ELN pour désigner l'origine du conflit. Finalement, une dernière date à retenir est sans doute celle des années 80, moment où le narcotrafic devint une source de financement des groupes armés illégaux, non seulement pour la guérilla mais aussi pour les groupes paramilitaires. C'est à partir de ce moment que nous assistons à une nouvelle période de violence et d'activités criminelles. 2002. L'inflexion de la guerre. Les tentatives de négociation de paix entre les différents gouvernements et les FARC entre 1980 et 2000 ont toutes échoué. En 2002 arrive au pouvoir un dissident du Parti libéral, Álvaro Uribe Vélez. Ancien maire de Medellín, sénateur, 19 861 994, gouverneur d'Antioquia, 1995 à 1997, il accède à la présidence dès le premier tour avec 53% des voix en utilisant un discours de fermeté. Son objectif premier est de rétablir la sécurité qui avait été gravement atteinte par les guérillas des FARC et de l'ELN. Son programme intitulé Sécurité démocratique inclut 3 thèmes de référence: la sécurité, la cohésion sociale et la confiance dans les investissements. Un programme qui est devenu une référence pour la société colombienne et qui a obtenu un énorme succès en quelques années. Il prend immédiatement des mesures emblématiques pour desserrer l'étau autour des centres urbains. Ainsi, des convois militaires encadrent les voitures des vacanciers citadins qui peuvent ainsi retrouver le chemin des terres chaudes et de la côte. Sa politique de sécurité démocratique, financée par un nouvel impôt, le conduit à recruter 30 000 nouveaux soldats. L'armée colombienne, traditionnellement assez faible, devient plus riche, plus professionnelle, mieux équipée. Uribe implique aussi les citoyens dans cette lutte par un réseau de volontaires chargés d'assurer la surveillance. Grâce au soutien financier apporté par les États-Unis au programme Plan Colombie, pour renforcer la capacité militaire des forces armées, le destin de la guerre changea en faveur de l'État colombien. Au cours de ces 8 années de gouvernement, les FARC ont subi les plus dures défaites militaires. On peut citer la mort des principaux commandants ou le sauvetage des séquestrés, tels que celui de la franco-colombienne Ingrid Betancourt et de 3 Nord-Américains sous la direction du ministre de la Défense, Juan Manuel Santos. Avec la loi Justice et Paix, Uribe démobilise 30 000 hommes issus des groupes paramilitaires. Le succès de sa politique de sécurité démocratique sera terni par les pratiques illégales des forces armées. Ces pratiques de violation des droits de l'homme connues sous le nom de faux positifs envisageaient l'assassinat de jeunes innocents que l'on présentait comme des membres de la guérilla tués au combat. La politique de sécurité démocratique sera remise en question,
car elle incitait à user de moyens pervers pour démontrer l'efficacité des forces armées. Après 2 mandats, Álvaro Uribe quitte le pouvoir avec une cote de popularité de 63%. Il a amélioré les indices d'inégalité et diminué ceux de la pauvreté. Son gouvernement réussit à atteindre 100% de couverture scolaire et 100% d'affiliation des Colombiens au système de santé. Son dauphin et ministre de la Défense devient président à son tour, le président qui réussit finalement à signer un traité de paix avec la guérilla marxiste-léniniste la plus ancienne du continent. Le dauphin se transforme en traître. Le courant uribiste devient un puissant mouvement politique. Il présente 3 aspects principaux. La négation d'un conflit armé et par conséquent de la lutte contre le terrorisme, la défense des valeurs telles que la sécurité, l'ordre et l'austérité et la fusion leader-peuple. Ce dernier aspect renvoie au charisme du président Uribe et à sa proximité avec les citoyens. Il ne faut pas oublier les rencontres hebdomadaires que sont les conseros comunitarios entre la population, les autorités locales et son équipe, pour essayer de trouver des solutions aux problèmes de la région. Dans ses discours, il expose les valeurs traditionnelles de la droite qui lui sont chères: l'amour pour la patrie, l'austérité, l'autorité et l'orgueil national. En fait, un corpus idéologique de droite qui joue sur les émotions. Dans ce contexte, Juan Manuel Santos, dauphin d'Álvaro Uribe, arrive au pouvoir après une longue et difficile campagne électorale. Un ministre de la Défense qui soutenait le discours de fermeté, de lutte contre les FARC et surtout opposé au courant de la nouvelle vague de gauche latino-américaine. En particulier, il rejetait fermement le modèle du socialisme du XXIe siècle, développé par le président vénézuélien Hugo Chavez, 1999 à 2012. Et c'est précisément dans ce contexte que nous allons analyser son passage du statut de dauphin d'Uribe à celui de traître. Comment Juan Manuel Santos a-t-il changé de registre et rétabli les relations avec les pays gouvernés par la gauche, comme le Venezuela, puis initié les négociations de paix avec les insurgés? Nous étudierons le discours du ministre de la Défense puis celui du candidat Santos. Cette analyse nous révélera le véritable Santos. Si, en tant que ministre de la Défense, il se fait le porte-parole de l'uribisme, il montre néanmoins un désir profond de signer la paix. Avec une étude minutieuse de son programme de campagne, nous pourrons démontrer en examinant son vocabulaire que le dauphin d'Uribe ne partageait pas les propos de son mentor. Il invoquait la fin du conflit armé, et une fois au pouvoir, il attribua aux FARC le caractère d'insurgés afin d'entamer les négociations. Mais à maintes reprises, il avoua aussi le désir du président Uribe de chercher la paix par la voie de la négociation. Le slogan « Sécurité démocratique » d'Uribe sera transformé en « Prospérité démocratique » chez Santos. Par ailleurs, le nouveau gouvernement joue la carte de la politique extérieure en rétablissant les relations avec les gouvernements de gauche. Aux valeurs de sécurité et de lutte contre les terroristes, Santos imprime ses valeurs: le pragmatisme, l'excellence et la diplomatie. Les conseros comunitarios d'Uribe ayant pour objet la politique locale, seront modifiés par une vision plus large et un rapport important avec la scène internationale et des leaders politiques tels que l'ancien président des États-Unis, le démocrate Bill Clinton, l'ancien Premier ministre anglais Tony Blair, l'ancien président espagnol, le socialiste Felipe González ou l'homme politique israélien Shlomo Ben Ami. Enfin, les références à la politique locale et l'exaltation du pays seront remplacées par les références à l'histoire politique mondiale, par l'évocation de grandes personnalités politiques, d'écrivains ou d'historiens reconnus, et par l'insistance à mener la Colombie sur le chemin des puissances mondiales. Dans ce premier chapitre, nous verrons que, dès son entrée au palais de Nariño, Juan Manuel Santos présente le cœur de son projet politique, la paix. Si la diplomatie et l'excellence sont au centre de ses revendications, la politique sociale et le post-conflit s'inscrivent aussi comme des références dans ses discours. Dans un deuxième temps, nous changerons de perspective pour analyser le discours des insurgés. Les références à Churchill, Mandela ou Voltaire laisseront place aux revendications du vieux leader révolutionnaire Fidel Castro ou de l'ancien président du Venezuela Hugo Chavez. Le livre de chevet du commandant Pablo Catatumbo, le guide pour l'endoctrinement des insurgés, sera la biographie de Lénine.
Les FARC à la Havane présentent aussi les différences de langage des membres historiques de l'organisation. Le langage des FARC, tout comme celui des hommes politiques, a un côté caméléon et se transforme. Sous l'égide de Fidel Castro, le vocabulaire et les propos dogmatiques restent la marque des textes des membres du PC clandestin, mais le discours des insurgés ne se bâtit pas uniquement sur des références à la révolution colombienne ou à leurs expériences dans la jungle colombienne. Il puise dans la sagesse paysanne du vieux leader des FARC Manuel Marulanda Vélez, dans la vision militaire et guerrière du Mono Jojoy, le plus sanguinaire des commandants, dans les thèmes du Parti communiste et plus récemment, dans les nouveaux mouvements contestataires du XXIe siècle. C'est un discours qui mêle la réalité nationale, internationale, et l'histoire de l'organisation. Quelles sont les idées des commandants? Y a-t-il des divisions idéologiques au sein de l'organisation? Nous avons regroupé les principaux écrits produits par l'organisation durant les négociations de paix entre le gouvernement Santos et les FARC, pour tenter de répondre à ces questions. Par ailleurs, nous présentons les principaux points de l'agenda de négociation de paix et les arguments des insurgés qui datent de sa genèse. Cette étude, qui repose sur une analyse de statistiques textuelles, nous a permis de regarder l'évolution du vocabulaire des deux acteurs fondamentaux de la signature de la paix en Colombie, le gouvernement Santos et les FARC. Son apport à la compréhension des principaux enjeux de la négociation reste toujours d'actualité dans un contexte de post-conflit et d'application des accords avec le nouveau gouvernement, où l'ouribisme est revenu au pouvoir sous l'égide d'Ivan Duque Marquet. Première partie, voyage dans les discours du président Santos. Un discours politique présidentiel peut s'analyser sous différents angles. Comme nous le verrons au cours de cette première partie, les idées d'un homme politique, la marque de son action, son empathie avec le peuple, sa bonne ou mauvaise réception par l'opinion publique et sa relation au monde se forgent au rythme de ses actions et se mesurent aux résultats produits. Comment appréhender l'action politique du président Santos, sans tenir compte de la figure tutélaire d'Álvaro Uribe? Est-il juste de le considérer en 2010 comme le président ayant bénéficié du meilleur score historique, avec 68,9%, alors qu'existait déjà la figure messianique d'Álvaro Uribe? Comment définir la marque du président Santos? Vu des rangs des partisans d'Uribe ou de l'oligarchie traditionnelle, Santos est synonyme de trahison. Trahison des valeurs défendues par Uribe et trahison de la politique de sécurité démocratique, devenue au fil du temps un véritable dogme. Dans le vif débat qui agite la Colombie, surgissent des visions contradictoires de l'actuel chef du gouvernement. Dans les milieux proches de l'ancien président Uribe, qui, rappelons-le, a réussi à modifier la Constitution pour permettre d'effectuer un second mandat, il fait figure de traître, dans la mesure où il a été adoubé par l'ex-président en personne devenu aujourd'hui son principal adversaire. On lui reproche également un revirement vis-à-vis de l'ancien ennemi Hugo Chavez, qu'il n'a dévoilé qu'après son accession au pouvoir. Ses principaux adversaires le qualifient d'homme calculateur sans conviction réelle, qui change d'avis avec le sens du vent. Pour certains milieux, les négociations entamées en vue d'une paix avec les FARC conduiront tout droit à un modèle castro-chéviste, proche du modèle proclamé par Hugo Chavez en 2006 sous le nom de « socialisme du XXIe siècle », poursuivi aujourd'hui par Nicolás Maduro. Froid et calculateur? Pourtant ces premières mesures ont ébranlé les fondements du régime d'Uribe. Ce dernier avait accédé aux responsabilités présidentielles sous la bannière de l'austérité, de l'ordre, du respect de la loi et de la sécurité. Son action principale a porté sur la lutte contre la menace terroriste, sans reconnaître qu'on se trouvait en présence d'un conflit vieux de plus de 50 ans. Avec l'arrivée au pouvoir de Santos, l'opinion publique colombienne s'est trouvée face à une vision politique totalement opposée à celle de l'ère précédente. La Colombie a modifié sa situation géopolitique, rétablissant ses relations avec le Venezuela et l'Équateur voisin. Elle a été amenée à présider d'importantes réunions régionales, entre autres le sommet Europe-Amérique latine de 2013, le 7e sommet de l'Alliance du Pacifique à Cali, et même la Commission économique et sociale des Nations Unies. Tandis qu'Uribe avait fermé des ambassades pour des questions de coûts, Santos a favorisé l'ouverture d'ambassades partagées avec le Ghana, Singapour, le Vietnam et l'Azerbaïdjan.
La paix retrouvée avec Chavez. Le pays s'est engagé dans les institutions régionales créées par les nouveaux gouvernements de gauche, comme l'UNASUR, Union des Nations Sud-Américaines, et le CELAC, Communauté des États latino-américains et caribéens. Son leadership s'est également affirmé grâce à l'appui inconditionnel des États-Unis et de l'Europe lors des négociations de paix. L'opposition menée par l'ex-président Uribe d'un côté, les FARC de l'autre, le considère avec méfiance. Les FARC parleront dans leur discours à La Havane de gouvernement belliqueux, oligarchique et qualifieront Santos de président inconsistant. Pragmatique, responsable, sincère ? Ce sont ses partisans, ses proches et ses collaborateurs qui le qualifient d'homme pragmatique et responsable. Les intimes le disent sincère. Aujourd'hui, aucune parole n'est interdite et chaque problème est clairement nommé. Avec le président Santos, on ne cherche pas la confrontation, les propos sont mesurés. Cependant, nous verrons plus loin que lors des discours de campagne ou dans des contextes de forte confrontation, le président a su fermement critiquer l'opposition d'extrême droite et les milieux opposés au processus de paix. Au palais Nariño, le palais présidentiel, il n'y a pas de sujet tabou, assure-t-on. Y a-t-il un fil rouge pour comprendre le tournant pris par la Colombie depuis l'arrivée au pouvoir du président Santos en 2010 ? Nous allons décrire l'homme dans son action politique, décrypter son langage et trouver le sens de son action à travers ses discours. Qu'est-ce qui distingue l'ex-ministre de la Défense 2006 à 2009, du candidat de 2010, le candidat président en 2014, et le président jusqu'en 2015 ? López Pumarejo et Santos Calderón. L'étude des discours nous a amené à trouver quelques coïncidences entre une personnalité des années 1930, le président López Pumarejo, avec le président Santos, tous deux issus du libéralisme politique. Cette comparaison n'a jamais été proposée jusqu'à présent. Notre but est ici de proposer quelques affinités entre ces deux hommes politiques, et non pas de faire une analyse comparatiste de caractère scientifique. Pour les historiens spécialisés, une comparaison entre Santos Calderón et son grand-oncle Eduardo Santos serait plus convaincante. Les proches du président Santos assurent également que son admiration va plutôt à Alberto Lleras Camargo et à Eduardo Santos Montero. Ces deux hommes sont d'anciens présidents, Lleras de 1945 à 1946 puis de 1958 à 1962, Santos Montero de 1938 à 1942. Tous deux issus du Parti libéral, ils ont laissé une empreinte importante dans le monde politique et journalistique. Pourtant, nous trouvons dans notre corpus des références qui confirment notre première comparaison. Lors du discours prononcé à Neiva, après 3 ans de mandat, Santos affirmait. Les historiens disent, depuis l'époque du président López Pumarejo, nous n'avons pas eu de gouvernement aussi réformateur, de gouvernement aussi progressiste, de gouvernement aussi soucieux des problèmes sociaux que le gouvernement que j'ai l'honneur de présider. Et dans un autre discours prononcé à Sabana Larga. J'ai fait une enquête auprès de quelques historiens qui m'ont dit, toute proportion gardée, c'est vous qui êtes le plus progressiste, le plus avancé, le plus porteur de réformes pour notre structure de production nationale, davantage même que le président López Pumarejo dans les années 30. Pour décrire les similitudes du régime actuel avec le régime du président López, faisons un bond en arrière et revivons les moments de la présidence López grâce aux mémoires de son fils, l'ancien président libéral Alfonso López Michelsen. Nous y trouverons des affinités certaines entre les deux hommes, qui semblent suivre un même destin malgré un contexte historique fort éloigné. Les ressemblances sont multiples, qu'il s'agisse d'éléments purement fortuits ou de réactions imposées par les difficultés politiques auxquelles ils ont été confrontés et les défis qu'ils ont eu à relever. Ils ont choisi la même activité professionnelle, tous deux ont étudié la finance et l'économie. Tous deux sont familiers du monde anglo-saxon, ayant étudié l'un et l'autre aux États-Unis et en Grande-Bretagne. López a fait ses études à l'école de commerce Packard à New York, puis en Angleterre. Santos a passé ses diplômes d'économie et administration des entreprises à l'Université du Kansas, a obtenu un master en économie et développement économique à la London School of Economics, puis un master d'administration publique à Harvard. Tous deux ont fait un séjour à Londres avant de devenir président.
Santos y a représenté l'Organisation internationale du café durant 9 ans. À la suite de la victoire du libéral Olaya Herrera, López Pumarejo y a été nommé ministre plénipotentiaire quelques années avant son premier mandat présidentiel. Alfonso López parle de son père comme d'un homme peu charismatique, presque introverti, avec un ton de voix peu engageant, ce qui était un réel inconvénient pour un futur leader politique. Pourtant, ce fils d'un des hommes les plus riches du pays réussissait à captiver les analystes économiques. Alfonso López nous décrit le manque de brio de son père lors d'un débat qui l'opposait à Laureano Gómez, ancien président entre 19 501 1953 et leader du Parti conservateur. Un très mauvais orateur prend la parole et réussit tout de même à impressionner un ministre peu expérimenté dans le maniement des chiffres, les échanges internationaux, les recettes fiscales et la menace qui pèse sur le pays à cause de la guerre en Europe. Il ajoute. Certes, il lui manquait la grandiloquence propre aux grands parlementaires du début du siècle. Sa voix nasale, ses gestes nonchalants, son absence de théâtralité le rendaient invisible aux yeux des intellectuels, mais intéressant pour les personnes douées de sens critique. Un article de la revue Semana du 26 février 2011 intitulé « Le discours du roi » donne une idée des difficultés oratoires du jeune fonctionnaire Santos devant l'Organisation internationale du café. Il y a certainement une hérédité, prétend l'article, car son grand-père Caliban et son père Enrique Santos n'avaient pas une réputation de brillants orateurs. Selon la revue Semana, voici comment Santos surmonta ce handicap. Sa nomination à Londres, à 23 ans, en tant que délégué de la Colombie auprès de l'Organisation internationale du café, lui a donné l'occasion de se former à l'art oratoire. Il s'agissait d'un poste à forte responsabilité, qui exigeait de parler devant un micro avec traduction simultanée, devant un public international de haut niveau. Santos, qui a toujours eu l'air d'avoir mouru trop vite, a appris dès cette époque à parler avec assurance et aplomb. Pour surmonter ces difficultés, il a pris des cours avec un professeur anglais. Au Royaume-Uni, il est obligatoire de savoir parler en public et il est courant de prendre des cours pour améliorer ses performances. On porte la même attention au contenu qu'à la diction, et Santos a su adopter les techniques des Anglais, ne pas être trop long dans ses interventions et briser la glace en démarrant par une anecdote ou une plaisanterie. L'article affirme que le changement a été important, et ses proches trouvent que Santos a amélioré sa communication. Cependant, les enquêtes révèlent qu'il n'arrive pas à séduire l'auditoire, et il se trouve déconnecté de la population. Bien qu'il ait longuement expliqué sa stratégie pour ses différents mandats, il est toujours perçu comme un président distant et peu préoccupé des problèmes de ses concitoyens. Nous analyserons plus loin le discours présidentiel et ceux qui gèrent sa communication. C'est le fameux effet Mecha, qui a donné au président Santos une certaine popularité dans les classes populaires, et a fait pencher la balance en sa faveur en 2014. Ses plus proches collaborateurs assurent que le président fait tout son possible pour améliorer son image, mais il est difficile de modifier les perceptions établies. Selon certains, Santos aurait des sympathisants mais pas de réels supporters. Durant la campagne de 2014, interrogé par la journaliste Maria Isabel Rueda sur son faible indice de popularité, le président répond : certaines enquêtes donnent de bons résultats, d'autres moins. Je sais que la communication n'est pas mon fort. Nous n'avons pas su communiquer efficacement sur ce que nous avons réalisé. Croyez-moi, j'ai essayé mais je n'ai pas réussi. Quel personnage admirait López Pumarejo ? López Michelson nous révèle que ceux qui le fascinaient étaient Tasha Squeeze, Lloyd George et Churchill, et qu'il les citait volontiers avec admiration en tant que représentants du libéralisme. En 1931, lorsqu'il était ministre plénipotentiaire à Londres, il s'étonnait que Churchill n'ait pas fait une carrière plus brillante et que malgré ses qualités de leader politique, il se soit réfugié dans une attitude de diva. Justement, Winston Churchill fait aussi partie des hommes politiques préférés de Juan Manuel Santos. Voici ce que Santos, l'héritier d'Uribe, disait de lui dans son discours de campagne de 2010. C'est un homme politique que je ne connaissais qu'à travers ses biographies. J'ai vécu longtemps en Angleterre, ce qui m'a permis d'en savoir davantage. Plus j'en apprenais sur lui et plus je l'admirais.
C'était un homme à fort caractère, qui savait prendre des risques, qui ne naviguait pas au gré du vent mais qui savait maintenir un cap. Ma propre expérience dans la marine me l'a appris. Lorsqu'on décide de rejoindre un port, on sait utiliser les vents même s'ils sont contraires. Un autre élément commun entre la vision politique de Santos et López Pumarejo, c'est le don de s'inspirer d'événements extérieurs pour y trouver des exemples pour la Colombie. Avec Santos, on fait grand cas des événements internationaux et on a à cœur de positionner la Colombie au centre de la politique mondiale. Sa vision du pays est enrichie par des comparaisons avec l'Europe et les États-Unis. Dans le discours de Santos, la Colombie a vocation à occuper un rôle de leader à tous les niveaux. La liste des ressemblances entre les deux présidents s'allonge encore, si nous regardons vers qui vont leurs sympathies et leurs amitiés. Les voyages et les séjours que les deux hommes ont effectués aux États-Unis et en Angleterre leur ont permis de croiser des leaders qui sont passés à la postérité. López Pumarejo, par exemple, a été influencé dans son action politique par l'amitié et l'admiration qu'il vouait à Franklin D. Roosevelt et à John M. Keynes. Roosevelt et López s'étaient rencontrés à Dillon Reed, que López avait représenté durant quelque temps en Colombie. Une coïncidence amusante avait permis une certaine intimité entre les deux hommes, le fait qu'ils étaient nés à un jour d'intervalle, Roosevelt le 30 janvier et López le 31. Pendant plusieurs années, ils s'adressèrent des télégrammes de félicitations cordiales et même humoristiques. Ils s'admiraient mutuellement et s'entendaient à merveille, communiquant presque par signes. López Pumarejo admirait le président nord-américain pour son pragmatisme, son souci du social, son mode de gouvernement, au point qu'il décida, à l'imitation de Roosevelt, de prononcer des discours radiophoniques afin d'alimenter les débats avec l'opinion publique. Juan Manuel Santos, pour sa part, montre dans ses discours une claire sympathie pour des personnages historiques comme Nelson Mandela, Franklin D. Roosevelt ou pour des personnalités contemporaines comme Bill Clinton, Felipe González, Tony Blair. Il entretient d'ailleurs une amitié avec ce dernier depuis plus de 10 ans, et il lui a demandé à plusieurs reprises de faire des consultations sur divers sujets de politique et d'économie colombienne. Par parenthèse, certains journalistes ont examiné de plus près ses travaux de conseil et d'accompagnement, et affirment que cette amitié coûte davantage à la Colombie que les bénéfices qu'ils sont censés rapporter. Traduit dans le langage des partisans d'Uribe, ce choix est une autre preuve du grand gaspillage. Sur le projet et le bilan d'une politique de type blairiste, les points de vue divergent. Pour les uns, la modernisation des institutions publiques et les bons résultats. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.